Et une autre piste en ce qui me concerne, à part le fait que je vous confirme effectivement Bah, que je me sens. vous êtes ce qu'on appelle un tonique en morphopsychologie, ça veut dire que vous avez la capacité à contrôler, à vous contrôler vous-même, le self-control, et à contrôler en fait les choses dans votre vie. Donc vous aimez bien, vous détestez subir les choses et les gens, et vous aimez bien en fait organiser la vie à votre façon, en fonction de vos besoins, de vos idées, de vos projets. Oui, Et ça c'est une facilité pour vous, c'est naturel en fait. oui, Vous n'avez pas appris ça, vous n'avez pas à vous forcer, c'est oui. presque inconscient. Ben, vous êtes dans le mille effectivement. Je me reconnais assez bien dans votre. C'est assez flatteur. Alors dites-moi quelque chose de moins flatteur peut-être. Bah, le défaut de la cuirasse, en général, Voilà. on a les défauts des qualités, donc j'ai envie de dire une certaine forme d'avidité, c'est-à-dire vous voulez voilà, voir absolument les choses, et puis quand ça vous intéresse, bah, vous les prenez, vous les appropriez, donc ça peut-être ça peut déplaire, Oui, forcément. d'accord. Écoutez, alors, on va continuer. Donc sur ce plan-là, donc je suis assez convaincu. Bon, cela dit, je suis un petit peu habitué, mais je ne serai pas aussi doué que vous pour le dire, mais je pourrais le dire peut-être plus intuitivement, hein. Bon, mais là, effectivement, vous êtes. C'est bien. Alors, on rêve d'une société où les gens vous perçoivent tout de suite qui vous Bah oui, êtes. bien sûr, ça ferait gagner du temps, Ce serait agréable. puis il y aurait peut-être moins de conflits surtout. Mais je crois, enfin, je continue à penser que les gens, ils le sentent quand même un petit peu, hein. Ils sentent quand même un peu. Moi, je dis quand même, on sent souvent à qui on a affaire. Quand on est dans une même culture, en tout cas. On, quand on entre dans un groupe, on perçoit assez rapidement, vous ne croyez pas, qui est qui, et comment on doit se comporter avec telle personne. Il n'y a pas des choses comme ça qu'on ressent. Alors oui et non, parce que j'ai envie de dire la question c'est qui est on. C'est-à-dire de qui vous parlez. Oui. Peut-être de vous, peut-être des gens que vous connaissez, mais c'est pas forcément partagé par tout le monde. Oui, Moi je connais beaucoup de gens aussi qui me racontent à quel point ils se sont fait manipuler, oui. engeler, séduire, Mm. embobiner par des gens qui présentent bien, qui sont sympathiques, Ah oui. qui sont des manipulateurs, des pervers ou des escrocs. Et vous, Voilà. vous arrivez à ne pas vous laisser leurrer. Moi j'essaye de les repérer le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il y aurait une contradiction entre leur attitude et ce que vous voyez. Enfin, il y aurait une sorte de décalage. Oui, il y aura absolument une contradiction entre ce qu'ils sont et ce qu'ils paraissent être. Ce C'est qu'ils ça, prétendent être. il y a un hiatus quelque part. Absolument. D'accord. Donc à un moment donné, ça va forcément apparaître. Donc c'est le mot-clé chez Cormon, c'est les récepteurs. Non, les récepteurs, Non. c'est juste une partie du Alors visage. vous pouvez nous donner quelques secrets, enfin, quelques clés de la morphopsychologie, sans rentrer dans le détail bien sûr, mais c'est quoi les règles d'or de la En fait, morphopsychologie? il y a plusieurs lois et on va regarder le visage selon plusieurs axes. Oui. Par exemple, la première chose qu'on regarde, c'est le rapport entre la hauteur et la largeur Ah du oui, corps et du d'accord. visage. D'accord. Ça nous renseigne sur le degré de vitalité, sensibilité. Oui. Après, on va regarder, on va comparer ce qu'on appelle, nous, les deux visages, donc le visage extérieur, le cadre, avec le petit visage, les récepteurs sensoriels. Et le rapport des deux va donner une tendance soit réagissante, comme vous, si les récepteurs sont très ouverts sur un cadre plutôt étroit, et inversement, si le cadre est très large avec des récepteurs tout petits, tout concentrés, on appellera ça la tendance concentrée, c'est plutôt des D'accord. organisateurs. Bon, ça nous donne envie de devenir morphopsychologue. Alors on va passer à votre. Alors j'aimerais bien, avant qu'on aborde la question des accords théoriques, puisque vous allez en parler tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ces petits livres que vous avez publiés chez Jouvence, les petits bouquins là, En fait, ce sont des livres de développement personnel. comment vous avez envie de les faire ces livres, enfin, et chacun a sa raison d'être en fait. Oui, parce qu'en fait, chaque livre est un problème que j'ai eu plus ou moins à résoudre Ah, voilà. dans mon passé, dans ma vie, et j'ai eu envie de proposer des solutions à des gens qui, peut-être, à un moment donné, ont les mêmes problèmes. La procrastination, par exemple, c'est la tendance qu'on a tous à Oui. reporter, à repousser, Ouais. Mhm. et puis on sait très bien que c'est pas bon, mais on n'arrive pas quand même à faire les choses. On se dit, bon, allez, c'est pas grave, mais si, ça peut l'être. Tant qu'on n'a pas mis la main dans le feu, qu'on n'a pas été brûlé, on ne comprend pas à quel point on détruit notre vie avec ça. Alors si vous voulez, excusez-moi de vous interrompre. Alors finalement, quelque part, quand on a écouté votre diagnostic morphopsychologique, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Est-ce qu'on peut corriger le tir? Est-ce qu'on peut s'engager pour, est-ce qu'on peut changer quelque chose dans sa vie, dans ce comportement, à partir de ce que vous nous avez dit au niveau morphopsychologique? Alors, oui et non, en fait, parce que bizarrement, d'abord, c'est pas vraiment un diagnostic au sens où on n'est pas D'accord. des médecins Non. et on ne considère pas les gens comme des malades. Non, mais c'est un Et mot comme ça. ensuite, la morphopsychologie, en fait, elle constate. C'est-à-dire qu'elle ne juge pas, justement. Elle dit simplement, vous êtes comme ça et vous avez ça en vous. Oui, mais justement, vous rebondissez avec vos petits bouquins. Est-ce que vos petits bouquins peuvent être utiles pour quelqu'un Oui, qui a entendu votre propos? oui, mais c'est deux choses vraiment différentes. Oui, C'est d'accord. vraiment l'aspect thérapeutique d'un côté Oui. et l'aspect descriptif de l'autre. Bon, C'est-à-dire que
moi, le message qu'on envoie en tant que morphopsychologue, c'est plutôt vous êtes déjà très bien comme ça. Déjà commencez par vous accepter. Oui, C'est plutôt comme ouais, ça que ça marche. d'accord, d'accord. Et puis paradoxalement, et là ça rejoint votre question, paradoxalement en s'acceptant peut-être qu'il y a des changements qui se mettent en place. D'accord. Ou plus exactement des évolutions ou des déblocages qui s'opèrent. Alors il y a un point que, enfin je ne sais pas, je saute de coq à l'âne. Est-ce que vous vous intéressez aux cycles? Oui, bien sûr. Est-ce que ça apparaît dans vos bouquins, les cycles? Parce que c'est quand même un point très intéressant, Oui. prendre conscience de certains cycles, qu'à certaines époques on est plutôt comme ceci ou plutôt Oui, comme bien sûr. cela. Bah, en fait, c'est dans mon prochain livre. Ah. J'ai écrit un gros bouquin Ah oui. sur la connaissance de soi et des autres qui fait plus de 400 pages. Et il y a effectivement dans la partie quels sont les outils pour se connaître, j'ai créé un chapitre qui m'a pris beaucoup de temps pour essayer de voir un peu ce que disaient les spécialistes sur les cycles. Oui. Parce qu'effectivement, il y a des moments clés dans la vie Oui. et à ces moments charnières, en fait, la vie elle peut basculer. Donc c'est bien de se les connaître, Oui. d'anticiper et de se préparer. Et de faire les choses au bon moment et pas trop tôt ou trop tard. Ouais. Donc ça c'est en gestation. En fait, j'ai livré le manuscrit, je pense, mais il n'est pas encore. Donc on va peut-être pas le déflorer, mais enfin disons que quels sont les savoirs qui sous-tendent vos travaux sur les cycles? C'est l'astrologie, c'est les cycles lunaires, c'est quoi? Il y a tellement de cycles différents. Les biorhythmes, je sais Oui, pas. voilà, il y a les biorhythmes aussi, c'est les premiers. Pour commencer, il y a les cycles lunaires évidemment, il y a différents cycles. Et ce qui est intéressant, c'est justement de comparer les différents modèles et de voir s'il n'y a pas une espèce de communauté d'esprit qui se rejoint. Et moi, j'ai trouvé en fait en lisant différents livres et en écoutant différentes personnes qui avaient vraiment des moments clés dans la vie. En général, c'est autour de 28 ans, plus ou moins 2 ans et 43 ans. 4 x 7, 8, oui. Voilà. 6 x 7, 43, oui. Parce que les multiples de 7. Voilà, moi c'est très important les multiples de 7. Voilà, ça fait 7, 14, 21, 28. Ouais. Là, il y a vraiment des moments clés en fait. Et pour moi, le grand changement, c'est 28 ans. Oui. Là, il y a énormément de gens dont la vie bascule en fait. Oui. Consciemment ou inconsciemment, parce qu'ils ont un premier bilan de vie et qu'ils s'aperçoivent que c'est pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Cela dit, vous ne savez pas exactement à quoi ça tient ces cycles de 7 ans. Vous l'articulez pas sur un. C'est comme ça. Ça peut se relier à plein de choses. Si, ça peut se relier à plein de choses. Ça peut se relier à l'astrologie pour ceux qui y croient. Ouais. Ça peut se relier tout simplement au cycle physiologique, puisqu'on sait que apparemment aux dernières nouvelles, le corps se recyclerait totalement en 7 ans. Ah bon, d'accord, oui. Que toutes les cellules du corps ont été recyclées en 7 ans. Voilà, il y a d'autres explications. Et puis il y a peut-être aussi, enfin moi je change de cycle, des cycles collectifs aussi. Oui, bien sûr. Des choses qui ne sont pas uniquement personnelles. Ça c'est clair. On est tributaire d'une communauté, d'une Voilà, culture. ça aussi. On n'est pas comme ça. Oui. On n'est pas Donc seul. pour revenir à votre petite série, avec le recul, là, parce que vous en avez fait 5, qu'est-ce qui est le dénominateur commun de ces différents ouvrages? Enfin, qu'est-ce qui revient? Quel est le thème leitmotiv? Enfin un peu. Moi, mon idée au départ, c'était de transformer vos problèmes en projet ou en processus d'apprentissage. D'accord. Donc l'idée, c'était, j'ai un problème, je le résous entre guillemets en tant que faire se peut pour moi. Et puis quand j'ai trouvé suffisamment de clés pour avancer, je les propose aux autres sous la forme de livres ou de conférences ou de stages. C'est ça un peu la démarche. Après, les 3 derniers livres que j'ai écrits, c'est sur la communication. Oui. C'est l'art de demander, l'art de questionner, l'art d'écouter. C'est vraiment l'idée que en fait, communiquer, c'est pas si facile que ça. D'accord. Ça demande des compétences, ça demande de l'énergie, ça demande une volonté. D'accord. Donc c'est ça que vous avez envie de dire sur ce sujet, en fin de compte. Et alors vous n'attachez pas d'importance à la nutrition, c'est pas votre sujet. Alors, j'apporte de Alors, je sors ça parce qu'on a parlé. C'est pas ma spécialité, Non. effectivement, parce qu'on ne peut pas tout. Mais non plus. ça peut être un élément qui peut aider, je ne sais Bien pas. sûr. Mais en fait, je travaille pour un centre de formation qui est un peu spécialisé là-dessus. Ah, donc. Donc voilà, donc là c'est un peu une complémentarité. Je J'interviens comprends. sur la partie psycho, eux ils interviennent sur la partie alimentation. Mais Bah, c'est sûr que oui. c'est important, D'accord. bien sûr. Bon, on va quand même aborder la question des accords Toltec parce que je préfère souvent parler avec la personne plutôt que d'écouter ses conférences. Il vous reste encore un peu de temps. Donc, vous me disiez avant notre entretien qu'il y a une éthique de vie, hein, c'est ça? C'est ça, c'est une éthique de vie. C'est une façon de vivre au quotidien et de communiquer avec les autres et avec soi-même. Et donc l'intérêt de ça, c'est de faire de la spiritualité, mais au quotidien, de façon pratique. Et ça vient en harmonie avec les petits bouquins ou c'est encore autre Oui, chose? bien sûr, c'est Oui. moi qui les ai écrits, donc tout ça, Oui, c'est mais cohérent. enfin, oui. C'est-à-dire qu'en fait, si c'était pas cohérent, j'aurais pas pu. Et alors, assembler il y aurait quand même, il y a un auteur qui est, il y a un chaman, enfin il y a quelqu'un Oui, qui c'est vient un peu du monde latino-américain. Oui, qui s'appelle Don Miguel Ruiz. Oui. C'est lui qui a écrit le livre best-seller qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Voilà. Et puis d'autres livres derrière ça. Moi, je me suis contenté de faire le. Il est de premier quelle région, lui?
Lui, il est du Mexique. En fait, Mexique, c'est un d'accord. chaman Toltec D'accord. qui est à la fois médecin à l'occidental et en même temps qui est Toltec par filiation Oui. du côté de sa mère. Et vous pensez Il a- qu'il y a une sagesse particulière Ah oui, bien sûr. qui nous est étrangère en Europe? Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, ce livre et cette philosophie a autant de succès, parce que c'est ce qui nous manque en fait. Ce que j'ai essayé de montrer dans la conférence. Vous voulez dire que vous êtes un des premiers à parler de ça? Non, 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 je suis Oh, pas un des premiers. d'accord. Il y a eu donc, Don Miguel Ruiz, ça fait un moment qu'il Oui. a écrit son livre, mais même avant lui, il y avait d'autres Oui. chamans qui avaient déjà commencé à nous dire attention, les Occidentaux, vous allez dans le mur avec votre philosophie binaire, avec la façon de voir les choses. Alors justement, donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle est l'apport de cette philosophie? Bah, cette philosophie, en fait, elle est. Quelque chose qu'on n'a pas compris? Déjà, elle est pas. En fait, nous, notre société occidentale, elle est, on pourrait dire, pour faire très simple, elle est scientiste et matérialiste. C'est-à-dire que finalement, la science est devenue la religion de l'Occident moderne. Donc, on ne croit que ce qu'on voit, entre guillemets. Ça, c'est une déclaration, c'est pas non plus une vérité. C'est comme ça qu'on croit qu'on fonctionne, et on ne s'intéresse qu'à ce qu'on voit. C'est-à-dire, il n'y a rien avant la vie, il n'y a rien après la vie, il n'y a rien au-delà. Tout ce qu'on ne peut pas vérifier, mesurer, manipuler, ça n'existe pas. D'accord. Ça, c'est un peu étrange quand même. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gens professent et imposent cette croyance-là. Et la plupart des peuples, en fait, ont toujours presque dit le contraire. Alors ça, à la limite, c'est pas très gênant. Ce qui est plus gênant, c'est les conséquences de ça. La conséquence, c'est que dans la philosophie occidentale, on est coupé. Tout est coupé, tout est séparé. Et il y a les règnes avec les individus, avec les animaux, avec les plantes, avec les minéraux. Et tout est séparé. Alors que les animistes, les chamans, voilà, c'est ça, disent exactement l'inverse. Ils disent que tout est relié, qu'on est relié à tout. Donc l'animal totem, par exemple, c'est le fait que certains individus sont reliés à certains animaux. Mais ça, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. C'est un peu prendre conscience de l'interactivité, de prendre conscience des conséquences de nos actes. C'est ça, et de l'interdépendance surtout avec le vivant. C'est-à-dire on est en résonance avec l'ensemble, avec les autres êtres humains, mais aussi avec l'environnement qui est le nôtre. Donc au moment où on commence à parler d'écologie, de réchauffement climatique, que la planète va peut-être passer un mauvais quart d'heure, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on s'intéresse de nouveau à une philosophie qui prend en compte et qui valorise la nature. Mais est-ce qu'il y a la dimension de prière dans cet enseignement? Pas forcément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation rituelle, c'est ça qui est intéressant, Oui. c'est que Don Miguel Ruiz n'a pas créé une nouvelle religion, il a juste proposé des principes qui lui paraissaient universels, c'est-à-dire applicables on pourrait dire utilisables avec n'importe quelle religion, n'importe quelle philosophie. Que les gens croient en Dieu ou pas, que les gens soient scientifiques ou artistes, ils peuvent utiliser à un moment donné tel ou tel principe, parce que c'est simple, parce que c'est universel et parce que ça marche, parce que c'est du bon sens spirituel en fait. Et on retrouve ça, c'est ce que j'ai montré dans mon autre livre, on retrouve ça finalement un peu partout dans d'autres religions, dans d'autres philosophies, et aussi peut-être un peu dans le mouvement développement personnel, entre guillemets, New Age. Alors pour terminer notre entretien, que je vous remercie de me l'avoir accordé, est-ce que vous arrivez à distinguer quelque part les hommes et les femmes dans leur façon de fonctionner, de se comporter? Est-ce que vous avez repéré, est-ce que c'est un point intéressant de savoir comment fonctionne un homme et comment fonctionne une femme? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais j'ai écrit un tout petit livre là-dessus avec une femme, parce que je ne me serais pas permis de le faire seul, parce que je voulais avoir justement l'avis de quelqu'un d'un peu différent de moi. Alors. Moi, je suis persuadé qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Voilà, première chose, que cette différence, elle est d'origine évidemment physiologique et génétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas la même croissance, et ensuite, elle est aussi psychologique. Et il n'y a pas de valeur là-dedans, c'est-à-dire c'est ni mieux ni moins bien, c'est constat. C'est pas un moyen pour dire que les uns doivent dominer les autres ou l'inverse, c'est simplement constater qu'on n'est pas tout à fait dans la même bulle, dans le même monde, on n'a pas la même perception. Les femmes ont plus tendance par exemple à composer, et nous les hommes on a plutôt tendance à s'opposer, c'est-à-dire à utiliser notre agressivité de mâle, l'androstérone, pour s'imposer, pour aller de l'avant et pour proposer, voire pour bousculer les choses. La guerre et la criminalité, c'est quand même une affaire d'hommes. Mais alors finalement, Monsieur Ras, pour revenir à notre sujet de départ, la morphopsychologie, alors ça veut dire qu'on n'appliquerait pas la morphopsychologie de la même manière en tout cas, alors on verrait, vous diriez par exemple à une femme qu'elle est plus ou moins masculine. Exactement. C'est-à-dire qu'en morphopsychologie, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est le degré de féminité, masculinité. Sauf que, évidemment, c'est comme pour l'âge, on va le comparer avec la référence. La référence, c'est qu'une femme féminine, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Par contre, une femme qui est très féminine ou très peu féminine, là, ça nous dit quelque chose sur son projet inconscient de personnalité. Et vice-versa pour un homme. Au fond, il y a des comportements qui sont
normaux chez un homme et moins normaux chez une femme et inversement. Oui. Et donc qui ne font pas problème, des comportements qui ne font pas problème si ça vient d'une femme et qui feraient plus problème si ça venait d'un homme. En tout cas, j'aime pas trop le terme de normalité, mais parce que Jung disait que si vous connaissez quelqu'un de normal, amenez-le moi, je le guérirai. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je crois qu'il y a des prédispositions. Oui. C'est-à-dire les femmes sont prédisposées à communiquer, et toutes les études le montrent, à s'occuper des autres. Il y a une prédisposition à l'empathie, par exemple, qui demande peut-être plus d'efforts chez un homme. Mais je crois me souvenir que chez Cormand, il utilise des typologies, je dirais presque liées à la mythologie, plus ou moins. Est-ce que vous avez gardé cet élément? Non, mais je veux dire que vous avez conservé cette, Alors, oui, cette terminologie? Non, en fait, je l'utilise, mais je l'utilise dans ma façon de percevoir les gens. Quand je fais des portraits, je l'utilise aussi, par exemple. Mais dans les formations, j'ai souvent pas toujours l'occasion d'aller jusque-là. Voilà, Parce que c'est quand même un élément un peu complexe. Et en gros, l'idée, c'est que Cormand ne voulait pas parler d'astrologie. Il ne voulait pas entendre parler d'astrologie. Il n'a jamais utilisé le mot dans aucun de ses livres. Oui. Mais il était suffisamment ouvert pour savoir qu'il y avait déjà des typologies qui existaient, Oui. notamment en Grèce, notamment avec la médecine par exemple, et que l'on pouvait utiliser tout ou partie de cette typologie en rapport avec le corps, puisqu'il y avait des descriptions physiologiques Oui. du corps et du visage. Il y a les tempéraments aussi, bien sûr. C'est ça, les tempéraments planétaires. Ce qu'il appelait les tempéraments planétaires. Il emploie quand même le mot planétaire. Ben oui, donc c'est quand même une façon, une concession Oui, ah bah oui, quand à même. l'astrologie. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Moi qui vous remercie. C'est bien que vous ayez été présent avant